Tout d'abord, merci Nejwa pour l'invitation. D'accord. Nejwa et son équipe, bien sûr, que je remercie pour le choix du thème. C'est un thème très pertinent, la précarité dans tous ses états. Sujet pertinent dans la mesure où nous, on le situe dans le prolongement d'un débat qu'on a eu la semaine dernière à Amiens sur l'inclusion et l'handicap, regard croisé France-Maroc, en insistant sur l'inclusion scolaire et l'inclusion par l'emploi. Donc, quand on parle de précarité, c'est certain qu'on parle de précarité numérique et on parle également des autres aspects de la précarité. Ce qui est intéressant aussi, c'est la forme. Pourquoi je dis la forme? Parce que là, on est en face, bien sûr, d'experts, maîtres de la chose, mais également, on est en face d'universitaires, d'acteurs de terrain, qui sont, j'ai bien apprécié l'intervention de M. Abdelhafid, qui est un acteur de terrain, qui nous a rapporté le vécu quotidien, qui nous permet, nous, avec le recul, de pouvoir se pencher sur les difficultés et les problèmes et aller aussi dans le sens des solutions qu'on pourrait apporter. Je disais acteurs de terrain, mais également acteurs institutionnels, acteurs associatifs, qui permettent d'émerger, hein, parce que l'objectif en lui-même, c'est de pouvoir, à la fin, hein, pouvoir dégager des pistes de réflexion, mais également des solutions par rapport aux problématiques qui sont posées. Pourquoi j'insiste sur ce fait-là? Parce que, comme vous le savez, on est dans un monde qui est complexe, où toutes les bonnes volontés sont bien appréciées pour essayer d'avancer vers l'avant. Les difficultés sont nombreuses. Je ne pense pas que c'est une question simplement de pouvoir public, mais également c'est une question également d'acteurs qui sont engagés pour essayer de résoudre ces différentes difficultés. Quand on parle de la précarité, ça nous renvoie automatiquement à la pauvreté. Mais la précarité n'est pas simplement, on peut pas la limiter à la pauvreté. Il a d'autres formes qui sont différentes. C'est certain qu'on a un classement mondial qui nous permet de savoir qui est classé en premier, qui est classé en dernier, qui est concerné, qui n'est pas concerné. Les Pays-Bas, par exemple, sont concernés dans la mesure où ils ont même un ministère de la pauvreté. Et par rapport au classement de l'OCDE, ils sont dans la position médiane. On ne peut pas dire que les choses sont au top dans ce pays développé. Mais comme on dit, on ne vit pas que d'eau fraîche. C'est certain qu'on a besoin de manger, on a besoin de s'habiller, on a besoin de sortir, on a besoin de se construire, hein, mais également on a besoin de respirer de l'air frais, de l'air propre, dont on espère être maître. C'est pour ça que je fais moi le lien entre la précarité et la citoyenneté. C'est certain qu'on ne peut pas avoir une vie stable simplement avec, comme je disais, avec la nourriture, avec l'école, tout ça. On considère qu'on a une vie stable quand on est bien dans son environnement, et son environnement qui considère l'être comme étant un être humain, qui a un avis, qui a un mot à dire par rapport à tout ce qui l'entoure. C'est certain, si on choisit cette voie-là, c'est certain que les personnes sentent qu'ils font partie de la société, parce que sa société ils se l'approprient, pas par rapport simplement aux tâches quotidiennes, mais également par rapport à leur avenir. Ça, c'est contrairement à l'exclusion, hein, parce que quand on parle de participation, quand on parle d'appropriation, on parle également de parties prenantes. Contrairement à l'exclusion et le déni de participation qui constituent des faits de privation de droits. D'où, comme je disais, la notion de citoyenneté précaire qui désigne la situation d'une personne qui, bien qu'il a des droits en théorie, rencontre en réalité des difficultés pour les exercer pleinement dans la vie quotidienne. C'est une forme de précarité qui se réfère aux deux dimensions dont le professeur Saad va parler, la dimension objective, quand on parle d'alimentation, quand on parle de logement, mais également la dimension subjective, quand on parle de la place de l'humain dans la société. Et pour illustrer mes propos,
j'ai pris comme cas de figure, donc je suis marocain, donc j'ai pris comme cas de figure la communauté marocaine à l'étranger, dont le statut est révélateur de cette citoyenneté précaire, de cette situation incomplète. Et là, je la situe, ou bien j'essaie de l'analyser à deux niveaux. D'abord, au niveau des pays d'origine. Ils sont plus de 6 millions, 7 millions, 8 millions de Marocains qui vivent à l'étranger, dans une centaine de pays, malgré les décennies, malgré les années d'immigration, sont très attachés à leur pays. Et je veux pour preuve les statistiques qui sont publiées dans le cadre de l'opération Marhaba. L'année dernière, en 2025, il y a eu plus de 4 millions de Marocains qui ont été accueillis, c'est-à-dire plus de la moitié, en augmentation de 11% par rapport à l'opération Marhaba de 2024. Ça démontre qu'il y a ce fort attachement au pays. Également, les flux financiers démontrent que cet attachement ne se fait pas simplement de façon épisodique pendant les vacances pour essayer de se retrouver chez soi, mais également par cet attachement à sa région natale. Plus de 13 milliards de dollars ont été transférés en 2025. 13 milliards de dollars dont ont bénéficié principalement les régions d'où provenaient les migrants marocains. C'est une manne financière très importante, c'est une source, comme je disais, de revenus importante, surtout pour le milieu rural. Pourtant, malgré ce fort attachement, leur citoyenneté est toujours incomplète. On va me rétorquer comme quoi il y a des textes. C'est vrai, il y a des textes. La Constitution de 2011 a innové dans la mesure où elle a consacré 5 articles aux Marocains du monde. L'article 17, l'article 18, l'article 30 et 2 autres articles qui reconnaît la citoyenneté totale des Marocains. Malheureusement, 14 ans après l'adoption de cette Constitution, cette adoption à laquelle ont participé massivement les Marocains du monde, dans la mesure où il y a eu des bureaux de vote dans tous les espaces où les Marocains existent. Malheureusement, je dis ces articles, ils ne sont pas encore mis en œuvre. Et le dilemme, c'est qu'on approche d'un rendez-vous qui est très important pour le Maroc, c'est le 23 septembre, où il y aura des élections législatives. On va renouveler, on va élire un nouveau Parlement. 15% de la population marocaine sera de nouveau absente. Un deuxième niveau, donc j'ai parlé du premier niveau qui concerne directement les Marocains dans leurs relations avec le pays d'origine. Le deuxième niveau, c'est les pays de résidence. Vous savez, et là je vais me limiter à la France où je réside actuellement. Plus de 1,5 million de Marocains résident en France. Une bonne partie sont français, donc ont été naturalisés, ou bien ont acquis la nationalité dans la mesure où ils sont nés en France. Ces personnes-là, par rapport à la loi et à la Constitution française, peuvent participer pleinement à la vie politique. Mais il y a les autres, les centaines de milliers de Marocains qui n'ont pas le droit de résidence. Et là, je ne parle pas des élections nationales, mais je me limite simplement au plan local. Il est inimaginable qu'une personne, un Marocain, un Algérien, un Tunisien, qui vit en France depuis 40 ans, qui n'a pas la nationalité du pays, ne puisse pas participer au choix du maire. Et quand on dit maire, on dit la mairie. La mairie, c'est quoi? C'est l'eau, c'est le transport, c'est l'école primaire, c'est l'urbanisme. Il est inconcevable, je disais inconcevable, qu'une personne qui est en France depuis plus de 40 ans ne puisse pas activer ses choix. Il y a une dynamique, il y a un mouvement qui essaye de partir des bonnes expériences, des bonnes pratiques des pays voisins. Vous savez qu'en Belgique, les Marocains ou les étrangers de façon générale ont le droit de participation à la vie locale, de même qu'aux Pays-Bas. Donc ils essaient de partir, ce fort mouvement essaie de partir des expériences des voisins pour essayer de faire émerger
un courant, parce qu'apparemment on dit que le courant majoritaire est contre cette participation locale, donc ils essaient de... Quand je parlais des deux niveaux, par rapport au pays d'origine, par rapport au pays de résidence, ça soulève la question de la double appartenance, c'est vrai. On vit ici, on vit là-bas, ça pose des problèmes. Ça peut poser des problèmes pour certains, mais pour nous, pour la majorité, au contraire, c'est une richesse qui permet d'avancer et qui en réalité bénéficie aux deux espaces de vie. On vit dans un monde qui bouge, on vit dans un monde qui est plus ou moins cadré par les mobilités. Nous estimons que la voie de la citoyenneté transnationale est une bonne voie qui permet de rapprocher les deux rives et de rapprocher également les deux espaces. L'année dernière, avec justement le centre que dirige notre ami le professeur Saf, on avait organisé un colloque à Rabat sur sa citoyenneté transnationale pour essayer de faire avancer aussi les choses au niveau de notre pays. Merci à vous tous. Yes. Next speaker, Dr. Wafa Karimi. She is specialized in medicine and infectious diseases. And thank you for joining us. Thank you.